juste un petit mot, certains connaissent le principe, d'autres peut-être pas, mais vous savez peut-être, tous les mois, on organise des sessions de recrutement assez intensives avec The Product Crew, et la promesse de ces sessions, lorsque vous êtes candidat, c'est vous envoyer des matchs de qualité en quantité. Le mois dernier, on a encore des membres de ce Product Crew, candidats et candidates, qui ont reçu 20, 25, 30 demandes d'entretien de très très belles startups, de très belles scale-up. Là, on met 10, mais vraiment, il y en a qui en reçoivent 15, 20. Donc c'est assez intensif. Donc la prochaine arrive 1er avril, ce vendredi, c'est la deadline pour les inscriptions. N'hésitez surtout pas, si vous êtes en recherche active ou même passive, quoique vous allez prendre la marée si vous vous inscrivez côté demande de mise en relation. Donc, Pauline va vous mettre le lien en commande box plusieurs fois pendant le chat, donc n'hésitez vraiment pas. Sur les webinars d'aujourd'hui, on a la chance du coup d'accueillir Pierre. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir travaillé sur cette problématique et de venir nous partager tes tips. Je vais, sans plus attendre, te donner la parole. Juste un petit mot pour vous dire, on va laisser Pierre nous partager sa presse. Et puis à la fin, lui poser quelques questions, prendre 5, 10, peut-être 15 minutes si on en a besoin pour échanger avec lui, lui poser des questions. Mais si vous avez des remarques ou des questions pendant le talk, n'hésitez surtout pas à les envoyer. Top, merci beaucoup Mehdi. Et du coup, peut-être en transition avec ce que tu as dit, Product Crew fait pas mal de recrutement, et moi j'ai recruté quelqu'un dans mon équipe justement avec vous. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Je vais vous partager ma presse. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on a libéré chez LegalStart l'innovation utilisateur en no-codifiant toute notre stack produit. Du coup, je vais commencer par dire un tout petit mot sur moi. Ça fait 1 an et demi que je suis chez LegalStart et je m'occupe de tout ce qui se passe sur le prépaiement, donc la partie acquisition, la partie conversion et la partie vente au final avec nos équipes commerciales. Mes interlocuteurs, c'est les marketing, les sales, la finance, c'est assez large. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler un petit peu après du scope. Je vais tomber sur une problématique, du coup, dès mon arrivée, qui était qu'on avait beaucoup de parcours différents, qu'avant, c'était quasiment tout géré par nos développeurs. Et du coup, on avait besoin de professionnaliser notre approche et d'industrialiser notre approche. Et ça va être le sujet de notre talk d'aujourd'hui. Du coup, je commence par vous dire quelques mots sur LegalStart. Donc LegalStart, c'est le leader de la Legal Tech en France. On est leader sur la création et la gestion des entreprises en ligne. On couvre la grande majorité des formalités administratives qui sont réalisables en ligne. Ça peut être des créations d'entreprises, ça peut être des modifications, des fermetures, des associations, des dépôts de marque. On se voit comme le compagnon de l'entrepreneur pour les accompagner au quotidien dans la préparation de leurs projets, dans la création de leur entreprise et dans la vie de leur entreprise, jusque ou bien sa croissance, ou bien à la fin de l'entreprise, ce qui arrive quand même assez régulièrement. Aujourd'hui, on est 130 employés, on est basé à Paris, on existe depuis 9 ans. On est assez fiers d'avoir accompagné déjà 300 000 entrepreneurs en France dans leur parcours. 300 000 entrepreneurs, c'est 300 000 utilisateurs avec des parcours assez différents. Donc ça rend le sujet super riche d'un point de vue utilisateur. Et pour parler un petit peu plus du scope, on a un site public où on a à peu près 3000 pages de contenu. C'est un beau blog, c'est un beau média. Et on a une quarantaine de produits avec un petit peu plus de tunnels d'achat. Certains produits ont plusieurs tunnels d'achat. C'est quoi le parcours d'un utilisateur chez LegalStart? Très rapidement, en quelques étapes, l'utilisateur commence par découvrir notre existence. Donc, généralement, au moment où il se dit, tiens, comment est-ce qu'on crée une entreprise? On est plutôt bien positionné en SEO, donc un gros paquet de nos utilisateurs arrive via une recherche Google, venir via des comparateurs, du bouche à oreille, des partenaires, énormément de sources différentes. L'utilisateur va ensuite consulter notre espace contenu, se poser des questions, structurer son projet, choisir sa forme juridique, son produit, démarrer un tunnel. Donc là, on arrive dans le cœur économique de la machine. Et ensuite, si tout se passe bien, il va convertir, il va décider de devenir client de LegalStart.
et on crée sa société dans les quelques jours qui suivent. On envoie tout ça au tribunal de commerce, au greffe du tribunal de commerce, et la société est créée. Donc c'est assez simple, en tout cas à décrire. Problème, que je vais vous exposer, ça fait quand même beaucoup de pages. Par curiosité, je ne sais pas combien vos sites ont de pages, de tunnels, de produits. Je serais curieux de savoir par rapport à notre scope, si vous êtes dans les mêmes chiffres, ou si vous avez le même genre de problématique de taille. Du coup, dans ce meeting, 3 raisons de rester connecté, en tout cas je l'espère. Pourquoi choisir un système de product building? Donc ça, c'est le premier problème que je vais traiter. À quoi est-ce que ça ressemble et est-ce que c'est difficile de faire du product building? Et quels résultats en attendre, d'un système de product building? Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'ISMO, et je vous le décris dans 2 ou 3 slides. Donc notre problématique, comment est-ce qu'on gère, tout notre parc de produits, tout notre parc de pages et comment est-ce qu'on évite de faire toute une boucle de développement pour des choses basiques pour notre équipe de développeurs? Typiquement, comment est-ce qu'on évite de leur demander un changement de wording ou un changement de couleur ou un changement, mineur? Si vous avez des questions jusque-là, n'hésitez pas à utiliser le chat, c'est fait pour ça. Du coup, sur, la logique, pourquoi est-ce on est passé d'une logique développeur à une logique builder? Première chose, c'est on est parti d'un constat du X. Donc en 2020, on avait fait un premier test sur, une nouvelle interface graphique et donc vous avez à gauche, l'ancien visuel, à droite le nouveau visuel, plus aéré, qui nous a donné une première amélioration sur la conversion, le panier moyen. On était super content de notre test. Il y a juste eu un petit problème, c'est que pour faire tout ça, bah, il nous a fallu 2 mois et 2 mois fois 60 tunnels d'achat, ça fait 10 ans. Donc je ne sais pas qui peut justifier un projet de 10 ans de développement pour mettre à jour une UI. C'était un petit peu difficile en tout cas, comme calcul. Donc notre coût de développement était tellement élevé qu'on s'est dit: «On doit trouver autre chose». Heu, du coup, on s'est un petit peu penché, bah, déjà sur le marché. Qu'est-ce qui existe sur le marché? Que font les autres entreprises? Sur les solutions, low code et sur une tendance globale qui est l'émergence du métier de product builder. Et là, on a trouvé 3 réponses. Bah, la première, c'est une autre entreprise qui s'appelle Peppernest et il y a quelques, mois, années de ça, leur lead PM aussi qui avait fait un talk, un peu similaire, et qui avait dit: «Bah, voilà, nous, on a construit un super système de product building, pour gérer nos AB tests». Donc on a beaucoup, discuté, avec Peppernest qui était une super inspiration et on a eu des supers échanges avec eux. Heu, 2e chose, on ne pouvait pas prendre une solution malheureusement de no code, donc on a regardé tout ce qui se faisait. Problème, on a un existant, très ancien et pour refaire nos tunnels de conversion, on devait quand même rester accroché à notre, back-end, donc on ne pouvait pas s'abstraire complètement de ce qui existait. Et dernièrement, le métier de product builder, donc c'est un mot qui a été, notamment beaucoup porté par Payfit. Le product builder, c'est une espèce d'hybride, un nouveau rôle entre un product manager qui a des problèmes d'UX, des problèmes de compréhension du problème, enfin des expertises en compréhension du problème et la débrouillardise d'un entrepreneur, de quelqu'un qui se met les mains dans le cambouis, et qui va faire, du, Zapier, du low code et ainsi de suite. Du coup, c'est un métier un peu hybride où on fait vraiment tout de bout en bout. On trouve le problème, on réfléchit à une solution, on la met en prod, on l'analyse et c'est assez complet. Et tout ça en passant le moins possible par des devs ou des designs si le système est bien géré. Du coup, je vais vous en parler. Qu'est-ce qu'on a construit, un petit peu plus, dans le détail pour répondre à toute cette problématique? Je laisse peut-être juste un petit moment pour souffler ici. En lisant tout ça, qu'est-ce que ça vous inspire, ce métier de product builder? Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Tac. Je passe à ce qu'on a construit. On a construit une espèce de grand cahier des charges, du product building. Du coup, avec 6 cas d'usage clés qu'on voulait, réussir à faire. Donc la première, je vous en ai parlé, c'était de se connecter à notre existant, et de pouvoir se connecter donc avec notre système Legal Factory à notre système de génération de documents. Ensuite, on voulait gagner en efficacité opérationnelle. Donc, je vous avais parlé de 2 mois pour construire un nouveau tunnel. La target, c'était 1 semaine, pour la création d'un tunnel et 1 heure pour passer des choses mineures, type un changement de wording, ou échanger 2 pages.
Une prise en main rapide par un nouvel arrivant. Quand on a construit ça, au produit, on était à 2. On avait comme, en product building, du coup, on avait comme cible aussi d'onboarder des gens dans la durée et du coup, il fallait que le système soit facile à comprendre et que quelqu'un qui vient d'arriver, au bout de 2 semaines, puisse faire ses premiers changements sur les tunnels et au bout d'un mois, 1 mois et demi, soit indépendant. Ensuite, il y a 2 blocs sur l'analytique. Être capable de traquer nativement, donc on traque au niveau des composants du product building et être capable de mesurer, parce que c'est top de traquer, mais si jamais on ne peut pas faire une analyse de ce qu'on a traqué, ça ne sert pas à grand chose. Et finalement, il y a un système, technique, qui est derrière. Donc c'est une application codée, qui se cache derrière. Du coup, il faut que ce système soit rapide, et soit efficace pour l'utilisateur. Et le KPI qu'on avait là-dessus, c'était il faut qu'on puisse charger en quelques secondes nos tunnels. Du coup, la base de notre, moteur, c'est un système component based. Donc j'ai vu qu'il y avait, 1 ou 2 personnes qui étaient, designers dans le chat. Le système de composants, c'est quelque chose qui est assez connu, dans le design, et qui est souvent dans les Figma et ainsi de suite, construit par les équipes design. Là, le but, c'est de répliquer ce système de design dans des petits composants unitaires qui sont codés, et qu'ensuite les product builders vont pouvoir réutiliser. On peut voir ça comme un catalogue de Lego, où on a des petits éléments et on peut en avoir autant qu'on veut. Donc là, je vous en ai pris 2 exemples. Un où on a, des boutons et qu'on peut cocher et un autre où on a des icônes avec un titre et un sous-titre. À chaque fois, c'est dans la définition du composant, on va avoir tous les petits paramètres qui permettent, de savoir, quelles sont les choses que le product builder a le droit de faire. C'est un peu notre bible, notre, dictionnaire. On va lire par exemple celui de gauche. Je vois qu'il y a une liste d'objets où je peux donner un titre, une icône, une description et je peux le faire plusieurs fois. Et je vois qu'il y a un toggle qui me permet, oui ou non, d'indiquer le titre sur mobile. Comme vous vous en doutez, des listes d'icônes sur mobile, il y a un problème de place. Donc c'est une possibilité qu'on a eue, qu'on a construit avec nos designers, de dire on ne montre pas tout sur mobile. Est-ce qu'un pur novice serait capable de construire un funnel grâce au système Product Builder? Justement, c'est le slide qui arrive juste après. Je vous montre comment ça marche, dans ce qu'on écrit je vais dire je vais appeler ça code. C'est quasiment de l'anglais. Donc on pourrait le lire ensemble, ça va être un peu fastidieux si on se fait les 30 ou 40 lignes. Je vous fais quelques-uns des highlights. On a défini en haut une page. Donc c'est un composant qui s'appelle page, dans lequel on donne le nom de la page, un morceau d'URL et son contenu en dessous. Ensuite, on a des composants. Donc typiquement, le titre ici, que vous voyez, sur la création de votre SASU, va démarrer, vous pouvez le retrouver ici. Donc on a un premier élément qui est accent, c'est-à-dire un titre épais, qui est la création de, un élément qui est un bout de titre mais en orange, qui est votre SASU, et un élément qui est revenu en accent, qui est le va démarrer. Donc à la lecture de ça, on voit directement ce que ça fait, une fois qu'on connaît le design system qui est derrière. Ici, je vous avais parlé tout à l'heure, juste au-dessus de ce composant-là. En fait, c'est exactement le composant que j'ai mis dans mon screenshot pour montrer le lien entre le design system, qui a été, justement construit, par nos designers et nos front-end et la manière dont on l'implémente. Donc là, on a ce composant qui s'appelle service items, dans lequel on a à chaque fois un titre, une description et une icône et du coup, on les retrouve en lecture directe ici. Et finalement, on a un bouton donc qui est un bouton assez classique, qui permet d'aller à la page suivante ou à une autre page. Donc là, je définis vers quoi est-ce que j'envoie. Donc ça, c'est la base de notre product building. Tous nos tunnels fonctionnent comme ça. Donc je peux ajouter un bouton de plus, je peux ajouter une page, je pourrais ajouter une deuxième page ici ou à l'inverse, supprimer celle-ci. Et tous nos tunnels, donc c'est des fichiers qui font 1000 à 2000 lignes, quelque chose dans ce goût-là. Donc là, il y a une cinquantaine de pages, enfin la page doit faire une cinquantaine de lignes, elle est assez simple. Donc ça peut aller, ouais, jusqu'à 2000. Dans quel outil sont construits les composants? Je réponds, peut-être au fur et à mesure à certaines, questions du chat que je vois en parallèle, Mehdi, si ça te va? Oui, bien sûr. Dans quel outil sont construits les composants? Tu veux dire, alors au niveau, tech, ça va être du React principalement
Et après, en termes de design, ça va être du Figma et on a un outil, je pense que c'est visible. Si tu connais en design, c'est Storybook, on utilise sur le Design Kit. Comment est-ce qu'on fait pour garder de la cohérence? Eh bien, justement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une petite équipe. Du coup, on connaît tous très bien le système et surtout le design système qu'on fait là nous donne une limite. On ne peut pas utiliser des composants qui n'ont pas été validés par nos designers. Donc ça fait que on va dire notre, triade entre le designer, le développeur et le product, manager marche très bien. Les designers mettent les limites et créent un système dans lequel les builders peuvent tout utiliser et garder une cohérence. C'est très très difficile de sortir de la cohérence, même en essayant, parce que les composants sont déjà typés. Et est-ce qu'on a des product managers dédiés? Alors non, aujourd'hui non. Moi, je fais et du product building et de la discovery et de la delivery. Je fais à peu près tout sur le scope. Dans les équipes de Legal Start, il y a des gens qui en font plus ou moins. C'est aussi de l'appétence. J'avais quelqu'un dans mon équipe qui adorait ça et qui, du coup, en faisait beaucoup, qui aimait beaucoup ce type de travail où, à la fin de la journée, on voit ce qu'on a fait. C'est super satisfaisant de se dire, bah tiens, je commence un truc et à la fin de la journée, ça fonctionne. Est-ce que les product builders et les développeurs se marchent sur les pieds? Eh bien non, puisque les product builders n'utilisent que des choses développées. Donc les product builders vont faire des requests aux développeurs, mais en fait, on ne va utiliser que des choses que les développeurs ont déjà fait et du coup, on est complètement indépendant. J'ai une petite planche là-dessus, quelques pages plus loin. Mais on est assez indépendant et ça fait justement partie des forces et des requirements qu'on avait sur ce système. Du coup, qu'est-ce qu'on a construit? Notre moteur de product building, du coup, en plus de tous les composants qu'on a, il embarque un truc essentiel, c'est du tracking. Donc pour tous les product managers, je suppose que vous avez des plans de tracking, que vous mesurez l'impact de vos features. Ici, en fait, les composants n'embarquent pas juste un design, construit, initialement, ils embarquent également, toute la data. Donc quand je clique sur ce bouton, moi, je vais avoir un event dans mes outils de tracking qui s'appelle Funnel CTA Clicked avec tous les éléments de tracking de, bah, sur quelle page, quelles autres infos, contextuelles est-ce qu'il y avait à récupérer, quel était le texte de ce bouton. Et du coup, tout ce tracking-là, je l'ai nativement et ça fait que, je peux faire complètement mon product building et faire ma visualisation de data sans avoir besoin d'un dev. L'approche MVP, ça c'est un truc qui est assez important. Donc, pour répondre, Mathilde, à est-ce que les product builders et les développeurs se marchent sur les pieds? En fait, le travail de dev et le travail de product builder est assez décorrélé à partir du moment où on a le moteur basique. Donc, le moteur basique, c'est je peux créer mes questionnaires. Et en dessous de ça, maintenant que j'ai le moteur de basique, je peux faire plein de produits, je peux lancer de la discovery pour trouver plein d'optimisations. Et pendant ce temps-là, mon équipe technique peut bosser sur plein d'autres choses. Optimisation de fond, fiabilisation du tracking, rapidité, reliability. Et du coup, ça décorrèle complètement l'attente de features des développeurs, à l'exception des nouveaux composants, quand on a besoin de nouveaux composants, et le travail de discovery building. Et du coup, on a une espèce de double roadmap qui fait qu'on peut avoir énormément d'impact en product sans attendre les développements. Du coup, on a pu créer de la valeur vraiment rapidement. Donc, au bout de quelques mois de projet, on avait les premiers éléments pour faire de l'itération. Question là-dessus, du coup, je vous ai rapidement montré la roadmap, enfin, l'approche MVP en tout cas, un moteur basique. Donc là, on a des itérations, on fait des discoveries sur des nouvelles offres. Qu'est-ce que vous feriez, vous, en prochaine étape? Donc, vous avez construit tout ça. Qu'est-ce que ce serait votre prochain focus sur ce sujet de product building si vous étiez le PM? Je laisse la question et puis on s'en parle probablement à la fin du meeting. Résultat et impact. Donc là, je vous ai beaucoup parlé plateforme, je vous ai beaucoup parlé de ce qu'on a construit, de quelle est la valeur qu'on apporte. Ce qui est important, c'est quand même d'amener de la valeur à nos utilisateurs finaux. Donc la première chose, c'est que c'est globalement une réussite. Sinon, je pense que j'en parlerai pas aujourd'hui, ou en tout cas, j'en parlerai pas avec le même entrain. Donc c'est encore plus rapide que prévu. Aujourd'hui, donc notre cible, c'était une semaine. Il y a eu un énorme boulot, notamment de nos développeurs, qui a été fait, qui fait qu'aujourd'hui, un parcours de A à Z, ça prend 2 jours. Donc en 2 jours, moi, je peux faire un nouveau parcours. C'est-à-dire que sur une semaine où je suis focus, je peux me faire une discovery rapide, parler à quelques clients, faire un premier MVP de ce parcours, on va dire un peu rapidement, où il me manque quelques éléments,
le tester, le shipper et avoir mon dashboard Amplitude. Ça, c'est une semaine bien focus, j'ai tout. Un A/B test, ça prend maximum 10 minutes. J'ai mis 10 minutes, mais en réalité, c'est encore moins que ça. 10 minutes pour configurer l'analyse d'amplitude et les itérations mineures sont de l'ordre du clic. C'est, je prends la phrase en anglais, j'ouvre une merge request dans GitLab, je remplace la phrase en anglais, j'appuie sur merge. Je passe d'abord par une pré-prod normalement. Record d'itération, donc on a été sur notre meilleur quarter, ça a été plus de 100 changements qu'on a apportés sur les funnels. Ça a fait plus d'une modif par jour par PM, pour donner un peu un ordre de grandeur d'à quel point est-ce qu'on peut aller chercher des petites itérations tout le temps grâce à ce genre de système. Donc ça nous permet d'avoir un backlog d'itération qui est super riche, dans lequel on a plus de 20 tests. Du coup, on est plutôt limité par la bande passante que par la capacité à faire ou par l'attente de l'équipe de développeurs. Et du coup, à force de faire des tests, à force de mettre en prod des petites choses, on a réussi à découvrir des insights forts qui aujourd'hui guident notre stratégie parce qu'on a pu itérer énormément et aller très loin dans l'analyse de données. Et du coup, on a trouvé un insight qui explique jusqu'à x2,5 de conversion entre deux catégories d'utilisateurs. Donc, on a vraiment trouvé un utilisateur intentionniste, un utilisateur moins intentionniste. Et ça, alors je ne peux pas vous donner l'insight malheureusement, mais ça drive aujourd'hui beaucoup notre stratégie grâce à ce travail de product building. L'amélioration sur tous les top produits, bah, du coup, c'est très technique, mais on a quand même fait des améliorations à 2 chiffres sur et la conversion et les paniers moyens. Nos devs peuvent faire des choses intéressantes. Je le mets en une ligne. Heu, je pense que vous avez tous, en tout cas, product manager, product designer, déjà demandé à votre dev: «Et est-ce que tu pourrais changer cette coquille?» ou «Est-ce que tu pourrais changer ce mot?» Et dans beaucoup d'orgas, ça passe par écrire un petit ticket, le préciser, le prioriser, faire un an, enfin ça prend assez longtemps pour des choses mineures. Et en fait, là, tous les tickets qui ont plus de valeur, ne passent plus par des devs. Donc les devs ne font que des choses qui ont une forte valeur ajoutée. Et ça permet à l'équipe de développeurs, bah, déjà de plus s'amuser, d'être plus engagé dans le boulot et d'aller plus en profondeur sur les sujets difficiles pour trouver des solutions super intelligentes. Mais du coup, on n'en est plus juste à, bah, il faut développer plein de trucs, il faut juste faire des lignes de code. On en est vraiment à des développeurs qui peuvent trouver des solutions complexes à des problèmes complexes. Et après, ce qu'on n'avait pas anticipé, parce qu'il y a du bon dans ce qu'on n'avait pas anticipé, ça répond à une question, qu'il y avait tout à l'heure. Les composants sont construits et validés par les designers. Du coup, notre identité, visuelle est cohérente par construction, même dans nos tests. Parce qu'on utilise uniquement des choses qui sont cohérentes, avec le reste de notre identité visuelle. Et on peut créer un prototype pour notre user research. Donc aujourd'hui, en fait, là, ce que je vous ai montré, c'est du product building où je pourrais faire un tunnel complet. Mais en fait, je peux juste créer 3 pages, en product building, avec les composants existants et les montrer à un utilisateur comme si c'était un proto Figma. Et ça va me prendre 2-3 heures. Donc même sur du prototypage, je peux tester des MVP en conditions réelles avec mon moteur de product building. Et du coup, ça nous permet d'aller aussi vite que sur Figma, mais avec un truc qui est déjà développé, sur lequel on est capable d'aller très vite, de quasiment shipper tout de suite, qui est déjà modifiable et sur lequel, à nouveau, pas besoin d'un développeur pour dire: «OK, ça a l'air de marcher, on lance le test». L'équilibre de staffing. Alors là, c'est plus les imprévus, c'est les trucs auxquels on n'avait pas pensé au début. Bah, du coup, ça prend du temps, mine de rien, de faire, ce travail-là. Donc ça veut dire que, les product managers qui prennent aussi aujourd'hui, du product building, ont une charge enfin, un nombre de sujets à traiter qui est plus important et du coup, ça fait qu'on a des équipes qui ont un peu plus de PM que la moyenne. Parce qu'on a besoin d'avoir plus de product managers pour délivrer sur le product building. Donc, là, jusqu'à, très récemment, on était à 3 product managers sur le scope avec un designer en plus pour en face 4 à 5 devs. Donc on est quasiment à 1 pour 1 dans nos équilibres. Un petit peu moins, mais ça demande d'avoir beaucoup de force business pour justement tirer le meilleur de ce genre de système. Imprévu, mais du coup, en mettant la main dans le product building, on a trouvé plein de choses d'architecture. Donc au début, on avait une roadmap hyper découpée où toutes les 2 semaines, on avait une amélioration du système de product building. Comme ça va quand même toucher à des sujets d'archi, ça prend un peu plus de temps et on n'a pas des incréments du système toutes les 2 semaines. On en a des réguliers, mais toutes les 2 semaines, on ne peut pas arriver à ce niveau-là d'agilité. Et finalement, et ça c'est une contrainte importante,
ça va plus vite de développer en dur que de développer en composant si on le fait une fois. Donc pour des one-shots, développer des composants, c'est coûteux. Donc on a souvent cet arbitrage quand c'est un test avec un design qui est un peu différent de dire: «Est-ce qu'on passe par notre système de composants ou est-ce qu'on développe en dur?» pour gagner en agilité, pour gagner en capacité d'itération. La synthèse, du coup, de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Pourquoi choisir un système de product building? De la personnalisation à l'échelle, beaucoup de tests en parallèle, une grosse capacité, d'itération pour les PM et d'un point de vue personnel, c'est un super empowerment en tant que PM de pouvoir tout faire de A à Z. À quoi est-ce que ça ressemble? Est-ce que c'est difficile? Du coup, pas tant que ça. C'est pas très difficile de product builder. Il faut une logique de code. Ça reste un langage avec sa logique, mais il n'y a pas besoin de connaissances, c'est quasiment de l'anglais. C'est uniquement la logique qui est importante. Et quels résultats attendre d'un système de product building? Un meilleur focus des devs et des PM sur les problèmes, sur les choses qui comptent et une capacité à itérer très rapidement. Voilà pour la synthèse. Donc merci à tous, pour votre écoute. LegalStart, donc aujourd'hui, on recrute régulièrement. On n'a pas aujourd'hui un poste ouvert, déjà ouvert, mais on recrute très régulièrement. Donc restez à l'écoute si, ça vous a intéressé, si vous souhaitez nous rejoindre. On a des super sujets. Je vais faire le petit instant pub. L'une de nos richesses, c'est nos utilisateurs. Dit comme ça, pour un PM, c'est un peu bateau, mais on aide les gens à créer leur boîte, à se lancer. C'est des choses qui tiennent vraiment au cœur des gens. Donc, on aide des gens, on a un vrai impact positif sur la société avec notre activité. Et on a une richesse des utilisateurs qui est énorme. Entre les 4 personnes qui sortent d'école et qui veulent monter leur startup, quelqu'un qui est un serial entrepreneur qui a déjà monté 5 boîtes, 2 personnes avec un projet de reprise. C'est super différent, c'est une super richesse et on s'ennuie pas du tout en discovery. Et Super. si ça vous a plu, donc on va discuter là un peu encore pendant quelques minutes, mais n'hésitez pas, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, avec grand plaisir pour discuter de ce sujet qui est passionnant. Merci beaucoup, Pierre. On va profiter des allez, 5-10 minutes qui nous restent pour continuer à poser des questions si vous en avez dans le chat. Et puis donner la parole. Mathilda, peut-être que tu veux directement poser ta question à Pierre, si tu es toujours parmi nous. Oui, tout à fait. Du coup, ma question, c'était comment vous gérez la MRO et la maintenance sur ces pages-là. Je sais que nous, on fait pas mal de low-code plus pour enfin, voilà, des tests justement avant de mettre en prod, mais qu'après, on le met en prod de façon plus durable justement pour des questions de maintenance. Qu'est-ce qui se passe si la page, il y a un couac qui a l'ownership de ça? Alors c'est aujourd'hui quelque chose qu'on n'a pas encore, mais que, Paper Nest a beaucoup j'avais parlé de Paper Nest dans nos inspi. Eux, un de leurs sujets, c'était de factoriser des pages et du coup, d'avoir, des pages centralisées qu'ils appelaient à plein d'endroits différents et du coup, ça réduit en fait le nombre de fois où tu as la même page parce que ça centralise tes développements et du coup, c'est une bonne manière d'avoir de la maintenance et après sur la partie purement technique, on a quand même des développeurs qui continuent à travailler sur le sujet. Donc, le jour où on voit un petit bug, le jour où on voit un petit problème ou un petit besoin d'évolution, on peut bosser avec les développeurs. J'ai beaucoup parlé product building. On reste une squad staffée avec des front-end et des back-end aussi. Donc, on a une capacité d'aller chercher de la maintenance juste en interne très facilement. Morgane, tu avais une question roadmap, il me semble. Yes, j'avais une question roadmap parce qu'en fait, moi, je suis pas dans une entreprise aujourd'hui qui fait du low code ou no code, mais ça s'en vient. Et en fait, je suis dans une entreprise aujourd'hui qui est un peu à l'ancienne où quand je vais proposer un design, ben, forcément, il y a un coût derrière technique qui est assez élevé. Mais on a une vision assez claire et stable de la roadmap à venir sur les 6 mois, 1 an. Mais comme je vois qu'il y a beaucoup de liberté, comment en fait tu peux maintenir une roadmap voilà, avec toute cette liberté-là? C'est quoi l'impact en fait? En fait, du coup, ça veut dire que dans ma roadmap, j'ai, une partie de gestion du système et après j'ai beaucoup d'autres choses. Donc là, je vous ai parlé de cette partie product building. Aujourd'hui, moi, chez LegalSearch, j'ai aussi, par exemple, le site public, donc qui est sur encore un autre système. Ça, c'est plutôt, sur notre partie, tunnel d'achat, qu'on gère ça. Donc déjà, j'ai plusieurs KPI, qui ont en face des roadmaps différentes et ce système technique qui a sa propre roadmap. Donc déjà, c'est pas le seul sujet que je gère en roadmap et ensuite, moi, je sépare le temps, du coup, entre, des sujets de discovery, des sujets de delivery et selon ce que je trouve en discovery, la solution va être ou bien du développement, ou bien des nouveaux designs, des nouvelles réflexions, ou bien du product building.
Ok, Donc, ça s'inscrit dans la roadmap comme un moyen de répondre à des problématiques sans être on va dire, sans être une obligation. Si on a nos utilisateurs qui nous disent: «Tiens, je sais pas, vos parcours d'achat sont pas très clairs, à la page 4», et en fait, on continue à discuter. Si je reviens sur, la page que j'avais au-dessus. En fait, si sur cette page-là, par exemple, tout le monde nous disait, «Ah mais je comprends pas du coup, le titre», bah là, du coup, on ferait juste un changement en product building pour, travailler là-dessus, mais après avoir discuté avec des utilisateurs, fait de l'usabilité sur du wording. ok, d'accord. Et par exemple, si tu avais prévu une roadmap où tu allais réaliser, je sais pas, 3 différentes features sur les 6 prochains mois, mais que tu vois que tu as la possibilité de faire des petits changements comme ça, tu vas les intégrer à ta roadmap. Alors d'une part, ouais, parce qu'en gros, je garde une petite bande passante d'agilité, et Ok, d'autre part, c'est intéressant que tu me parles d'une roadmap en feature. Quelque chose qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une roadmap en problème. C'est-à-dire qu'une roadmap en feature, c'est-à-dire que tu sais déjà exactement la solution qu'il te faut. Et personnellement, moi, à horizon 6 mois, je connais les problèmes que j'aimerais tacler. Par contre, je ne sais pas encore exactement comment je vais y répondre. Sinon, en fait, ça veut dire que j'ai 6 mois de design et de spec et je fais du cycle en V. Et aujourd'hui, j'ai des problèmes auxquels je veux répondre. Donc, par exemple, je pourrais avoir comme problème, ça, tu vois, c'est la première page de mon funnel. Imagine qu'il n'y ait que 10% des utilisateurs qui passent à la deuxième page. Je pourrais avoir comme problème, pourquoi est-ce que mon funnel crée un rejet? Et ça, ce serait un roadmap item pour moi. ok, super intéressant, merci. Dire, je fais une feature qui est refondre la page avec telle et telle et telle chose. Mais du coup, là où tu me dis 3 features en 6 mois, du coup, je ne sais pas si je fais 3 features en 6 mois. J'espère résoudre ces 3 problèmes. Si ça se trouve, ce sera 5, si ça se trouve, ce sera 2. Mm. Morgane, je ne sais pas si tu utilises un add-on, tu as une voix très robotisée. Ah mince, ok. Non, c'est pas un souci, t'inquiète. Ben, tu avais une question également, il me semble, sur le passage au dev. Ouais, tout à fait. En fait, vu que toi, enfin, si j'ai bien compris, avec le product building, tu fais tes tests, mais une fois que tu as tes résultats, est-ce que ça passe côté dev pour le coder en dur? Enfin, est-ce qu'il y a un passage de relais? Non. Aujourd'hui, quand c'est en product building, c'est relativement solide, hein. Ce qui se cache derrière, c'est quand même une application avec un cœur technique et une équipe technique de 3-4 développeurs qui a travaillé sur le sujet pour avoir un cœur technique initial. Et du coup, aujourd'hui, c'est robuste. Donc, moi, tout ce que j'ai, c'est une surcouche hyper facile à utiliser en tant que builder, qui me permet, sur ce fondamental hyper solide, de tout faire. Et après, c'est aussi, tu vois, quand je parlais des features décorrélées, un truc que notre équipe de développeurs peut faire, c'est ajouter des warnings. Type: «Ah Pierre, tu viens d'écrire une bêtise dans ton fichier. Tu as un problème de syntaxe. Ici, par exemple, tu as oublié de mettre le nom de la page, bah, tu as pas le droit de mettre ça en production». Donc, vous avez plusieurs stacks techniques qui cohabitent finalement, puisque tu as ton cœur produit, enfin, le legacy, comme tu présentais au début, et cette nouvelle partie du product building. Mais cette partie du product building, du coup, elle est sous-tendue par un cœur technique nouveau et solide. Oui, 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 puisque tu utilises un Mais tu as produit. effectivement du legacy qui cohabite, effectivement. Après, Ok, là, sur cette application tunnel, il y a quasiment plus rien en legacy. très clair. Merci beaucoup. On va finir avec une question un peu méthode de travail et RH. Yacine, tu en avais une, je crois. Ouais, moi je me posais la question justement là pour un PM qui, moi je partage un peu ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, sur le fait des fois c'est compliqué, une toute petite évolution, tu as envie vraiment de la tester et rapidement en fait te faire une idée de ce que et là du coup pour un PM qui a une appétence un peu technique, je trouve que c'est un peu la méthode de travail un peu rêvée où justement où tu vas directement mettre en place ce que tu as directement en tête. Et je trouve que cette plus-value, elle est vraiment intéressante à travailler, effectivement. Ouais, Bah, ça, au quotidien, c'est top. En ouais, fait, ouais. tu vois, ça, c'est dans les effets qui se coulent que je n'ai pas mentionné. En fait, encore en une semaine, tu dis, OK, ça, je vais le tacler. Tu le fais, tu le mets en prod. Et en fait, en 5 jours, tu as déjà ça. Tu reviens le lundi, tu as 3 premiers chiffres, pas encore significatifs, mais tu as déjà une tendance. Et en fait, tu peux faire une deuxième feature sur ta semaine. Ça, c'est vraiment top. Et il y a des semaines où on en faisait tous les jours des évolutions. Et ça, c'est hyper intéressant, effectivement, au quotidien. Il faut une petite appétence main dans le cambouis plus que technique. Mais c'est comme tous les sujets no-code, en fait.
À partir du moment où tu as une appétence automatisation, où tu as une appétence à faire et à te mettre les mains dans le sujet, dans le paramétrage, c'est un sujet qui est top. Justement, Pierre, alors, est-ce que vous pouvez, ceux qui sont encore là, s'il vous plaît, nous mettre un petit feedback sur ce webinaire? Ça sera hyper instructif pour nous comme pour Pierre. Et moi, j'avais cette dernière question. Comment est-ce que vous testez le côté building des product managers que vous recrutez? Alors aujourd'hui, on ne le teste pas. Donc aujourd'hui, moi, j'ai recruté une personne qui s'appelle Lucas, qui est top, qui est surtout quelqu'un qui a la tête bien faite. En fait, aujourd'hui, le niveau de simplicité qu'on achieve est vraiment élevé. Et du coup, pour être capable de prendre ça en compte, quelqu'un qui a la tête bien faite, il va y arriver. En fait, il faut surtout avoir l'envie, plus que la compétence. Si ça ne te plaît pas, c'est bien plus rédhibitoire que si tu ne sais pas. Et du coup, moi, ce que je fais plutôt en recrutement, c'est que je montre le système. Je dis: «Tu vois, moi, je bosse comme ça». Et si la personne en face me dit: «Ah, ça ne marchera pas», et à l'inverse, si la personne en face a des grands yeux et me dit: «Ah, c'est top et ça, comment tu le fais?» et commence à rebondir, là, je sens qu'il y a une appétence. Et c'est suffisant pour moi pour tester cette appétence à product builder. Bah, écoute, c'est canon. Merci 1000 fois pour ton partage. On va retrouver cette conversation sur YouTube. On vous le renverra ainsi que les slides de Pierre. On vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et merci encore. On vous dit à la prochaine pour un nouvel événement avec The Product Crew. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci bien.